Et si l'amour que vous donniez devenait l'arme qui allait vous briser? Une femme trahie, un héritage de 200 millions de dollars, un mari qui disparaît sans savoir, ou peut-être en sachant trop. Une vérité cachée entre tradition, pouvoir et manipulation. Cette histoire ne vous laissera pas respirer. Le matin se levait lentement sur Kumasi. Le ciel, encore pâle, se fissurait d'ocre et de rose au-dessus des toits de tôle ondulée. Une chaleur lourde s'annonçait déjà, pressant les murs étroits des ruelles poussiéreuses. Dans une maisonnette à la façade défraîchie, un silence étrange régnait, presque hostile. Makena s'émeilla seule dans le lit qu'elle partageait autrefois avec Malik. Le drap froissé sur l'autre côté du matelas avait depuis longtemps cessé de garder son empreinte. Elle resta allongée quelques minutes, les yeux rivés au plafond troué, où la lumière filtrée dessinait de petits losanges mouvants. Les souvenirs de la veille, puis de l'avant-veille, puis des mois précédents, lui revinrent comme un poison lent. Le vide dans la chambre n'était pas neuf, mais aujourd'hui, il pesait différemment. Définitif. Makena posa les pieds au sol, pieds nus sur le béton froid. Elle jeta un œil vers le petit miroir posé à même le sol. Son reflet lui renvoyait l'image d'un visage marqué, les traits tirés, les yeux cernés, mais une beauté poignante, toujours présente, battante, même dans l'effondrement. Elle ajusta le pagne attaché à sa poitrine, puis noua machinalement son foulard, geste répété 1000 fois par les femmes avant elle, comme si cela protégeait du monde. Elle descendit lentement vers le comptoir du petit atelier de couture qu'elle avait ouvert avec ses maigres économies. Un espace modeste, de machines à coudre manuelles, des tissus colorés suspendus au mur, et cette affiche vieillie. Makena Couture, la noblesse de l'aiguille. Une phrase qu'elle répétait pour ne pas sombrer. Depuis 2 mois, Malik n'était plus revenu. Pas de lettres, pas de messages, pas d'explication. Il était parti un matin sans prévenir, ne laissant derrière lui qu'un silence brutal et le souvenir d'un homme qui avait su parler d'amour comme personne. Elle se souvenait de ces mots. « Makena, tu es la reine de ce monde sale, moi je suis ton roi et on s'en sortira. » Mais la royauté était fragile, et les rois, parfois, fuient au lieu de combattre. Depuis son départ, les voisins chuchotaient. Certains disaient qu'il s'était envolé avec une autre, plus jeune, plus riche. D'autres murmuraient qu'il avait quitté la ville pour échapper à des dettes. Makena, elle, ne répondait jamais. Elle avait choisi de se taire, de digérer le vide. Mais ce matin-là, quelque chose changea. Un bruit de moteur freina devant sa boutique. Une moto. Une femme descendit, élégante, vêtue d'un tailleur de luxe, et entra. Elle portait une enveloppe scellée avec le sceau d'un cabinet d'avocats de Dakar. Makena, confuse, la fixa sans comprendre. « Vous êtes bien Makena Ndour ?» demanda la femme avec une voix neutre. Makena hocha lentement la tête. La femme déposa l'enveloppe, s'inclina légèrement et repartit. Pendant de longues secondes, Makena resta immobile. Puis elle ouvrit, les mains tremblantes. À l'intérieur, un testament, un acte bancaire et une lettre. Son cœur ralentit brutalement. Son grand-oncle maternel, exilé politique, était décédé au Sénégal il y a 2 semaines. Il lui léguait l'intégralité de sa fortune. 200 millions de dollars. Makena chancela, un vertige. Elle s'assit, les mains couvrant sa bouche, ses yeux embuants de larmes. Pas de joie, pas encore. Juste ce mélange terrible entre l'inimaginable et l'absence de l'homme qu'elle aimait au moment le plus crucial. Un sanglot étranglé sortit de sa gorge. Il était parti. Et il n'avait jamais su. Ou peut-être l'avait-il su, et l'avait abandonné parce qu'il savait. Makena n'avait pas dormi de la nuit. L'enveloppe posée sur la table basse brûlait sa conscience comme du charbon ardent. 200 millions de dollars. 200 millions. Les chiffres n'avaient pas de consistance réelle pour elle. Elle n'avait jamais tenu plus de 50 000 francs CFA en liquide dans ses mains. Elle ne pouvait pas encore se représenter l'ampleur du pouvoir, de la liberté, ni du chaos qu'une telle somme allait déclencher. La lettre de son oncle, manuscrite, sentait l'encre ancienne et la peine enfouie. Elle l'avait relue au moins 10 fois. « Makena, mon enfant, je t'ai suivi de loin. Tu es la dernière des Ndour, la plus digne. Le monde n'a pas été tendre avec toi, mais ta dignité m'a rappelé celle de ma mère.
Je ne laisse ce monde qu'avec une promesse, que l'argent que je te lègue ne te détruise pas. Garde le cœur clair, car les vautours sentent la fortune avant même qu'elle n'arrive. » Des mots lourds, des mots qui parlaient au ventre plus qu'à l'esprit. Le lendemain matin, Makena se leva tôt malgré l'insomnie. Elle ouvrit les volets de son atelier comme chaque jour. Les ruelles de Koumassi étaient encore humides de la pluie nocturne. Les enfants couraient déjà pieds nus dans les flaques. Les femmes lavaient les gamelles devant les portes et les hommes poussaient les charrettes de poissons, criant des prix comme des appels à la survie. Pour les autres, rien n'avait changé. Mais en elle, tout était différent. Elle ressentait une forme de vertige intérieur. Elle avait hérité d'un empire. Et pourtant, elle continuait à marcher dans la boue, ses sandales usées claquant contre la poussière trempée. Makena prit le chemin du marché central, les tissus sous le bras. Ce marché, elle le connaissait comme sa paume. Ses allées étroites, le vacarme des vendeurs, les effluves mêlés de piments d'huile et de sueur, les regards enviés et les poignées de main pleines de secrets. Elle y avait vécu, bataillé, existé. Mais ce matin-là, le marché lui parut faux, comme un décor de théâtre, comme un lieu qu'elle avait déjà quitté sans s'en rendre compte. Et soudain, elle le vit. Malik. Debout, au loin près d'un marchand de téléphones volés, l'air nerveux, les yeux balayant la foule. Sa silhouette élancée, ce même regard inquiet qu'elle connaissait par cœur. Il n'était pas seul. Un homme à la carrure massive, au regard sec, costume beige, lunettes noires. Pas du quartier. Makena se figea. Son cœur se serra. Les secondes s'étirèrent comme si le temps lui-même hésitait à continuer. Elle se dissimula derrière un étal. Sa respiration s'accéléra. Malik semblait parler à l'homme, hochant la tête, montrant du doigt une direction. L'atelier. Son atelier. Un doute glaçant la traversa. Il savait. Tout en elle criait de fuir, mais elle resta, accroupie, observant. Une marchande de beignets la reconnut et lui fit signe. Makena répondit d'un petit geste, elle n'était invisible aux yeux de Malik. Pour le moment. L'homme au costume sortit un téléphone, échangea quelques mots, puis donna une enveloppe à Malik. Ce dernier la glissa dans sa chemise. Makena sentit une douleur sourde naître dans sa poitrine. Il m'a vendu. Cette pensée germa, brutale, atroce, presque absurde. Et pourtant, tout faisait sens. Il était parti au moment exact où l'argent changeait de main. Il revenait sans s'expliquer, avec un nom étrange et une enveloppe. Elle sortit lentement de sa cachette. Le bruit du marché semblait se distordre. Elle ne le confronta pas. Pas encore. Elle rentra chez elle, tête baissée, les jambes tremblantes. Son regard se posait désormais sur les détails qu'elle ignorait autrefois, les caméras au coin des rues, les visages qui s'échangeaient des signes à son passage. Elle avait compris que la pauvreté l'avait protégée du monde. Mais maintenant, le monde allait l'attaquer. Elle était devenue une proie. Et quelque chose en elle, ce jour-là, s'éveilla. Pas de haine, pas encore, mais une volonté de vérité, et peut-être de vengeance. Le soir était tombé sur Koumassi, comme une couverture lourde sur un corps en sueur. Les néons tremblaient faiblement sur les murs décrépits, et l'électricité jouait à cache-cache avec les foyers. Dans l'ombre chaude de sa chambre, Makena tournait en rond. Depuis qu'elle avait vu Malik au marché, un feu acide brûlait en elle, mais la peur le noyait sans cesse. Elle avait voulu y croire. Croire qu'il reviendrait un jour, honteux mais sincère. Qu'il avait fui la misère, pas elle. Mais maintenant, chaque pas qu'elle avait fait pour s'accrocher à cette illusion lui paraissait ridicule, pire, dangereux. Sur la petite table de nuit, l'enveloppe héritée trônait, intacte. Elle n'avait pas touché l'argent. Elle n'avait même pas encore appelé le notaire à Dakar. Comme si encaisser cette richesse, c'était aussi encaisser la fin d'une époque. Celle où elle se battait pour survivre, mais où son cœur était encore pur, encore libre. Makena s'allongea sur le matelas trop fin. Elle ferma les yeux, et le passé, traître fidèle, vint l'accueillir. Le village de Kolda, des rizières ouvertes à perte de vue, des femmes qui chantent en tressant l'empanier, sa grand-mère qui lui enduit les cheveux d'huile de karité pendant que les cigales pleurent sous la chaleur, et son oncle, le vieil Amadundour, dans son fauteuil en rotan, les yeux perçants malgré la vieillesse. Tu dois apprendre à reconnaître les ombres, Makena. Toutes les ombres ne tombent pas avec le soleil. Elle n'avait pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, ces mots résonnaient comme une gifle prophétique. Un bruit la ramena au présent. Un caillou contre sa porte.
Elle se leva, enfilant un pagne à la hâte, et ouvrit avec précaution. Un garçonnet du quartier, les pieds poussiéreux, lui tendit un papier chiffonné. « C'est un monsieur qui m'a dit de te le donner. Il attendait pas loin. » Elle prit le papier, une adresse écrite à la hâte, « Hôtel Saphir, chambre 204. » Et rien d'autre. Elle ne demanda pas. Elle savait. Malik. Elle referma la porte lentement. Le silence reprit sa place. Elle posa le papier sur la table, à côté de l'enveloppe du notaire. 2 appels. Un vers l'amour trahi, l'autre vers un avenir inconnu, incertain, brûlant. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. McKenna alla s'asseoir sur le petit tabouret devant son miroir ébréché. Elle se regarda, longtemps. Elle aurait pu courir à cet hôtel, exiger des réponses, crier sa peine. Elle aurait pu aussi appeler le notaire, réclamer sa fortune, se venger. Mais non. Elle ne voulait pas encore changer. Elle avait besoin de comprendre d'abord, de ressentir, de pleurer aussi peut-être, une dernière fois. Le refus de l'appel n'était pas une lâcheté, c'était une pause avant la tempête. Le dernier souffle avant la guerre intérieure. Elle n'irait pas ce soir, ni à l'hôtel, ni à Dakar. Elle attendrait, elle observerait. Car si le monde voulait l'engloutir, elle comptait bien voir ses dents avant de se faire avaler. 3 jours s'étaient écoulés. 3 jours sans dormir vraiment, sans manger correctement. 3 jours à tourner en rond dans un labyrinthe invisible, fait de souvenirs, de colère, d'espoirs flous et de 1000 questions sans réponse. Et puis, au matin du 4e jour, elle décida, non pas de fuir, ni de régler des comptes, mais de remonter à la source. McKenna fit ses bagages, modeste. Elle enferma l'atelier, confia la clé à une voisine, et prit le car en direction de Kolda, son village natal. Ce n'était ni l'hôtel Saphir, ni le notaire. C'était ailleurs. Loin du bruit, loin des regards. Là où l'histoire avait commencé, bien avant l'argent, bien avant Malik, bien avant même la douleur. Le voyage fut long. Les routes rouges de latérite semblaient s'étirer comme pour la retenir. Le vent soufflait sec à travers les vitres brisées du vieux car. Des enfants dormaient sur les genoux de leur mère. Des vendeurs ambulants passaient aux arrêts, criant leurs cacahuètes, leurs colas, leur eau tiède dans des sachets noués. McKenna, elle, regardait dehors. Ses mains tremblaient à peine. Son cœur était une mer silencieuse. Une partie d'elle savait que ce voyage n'était pas un retour, mais une réconciliation. Le village apparut enfin, comme un mirage brûlant. Kolda, sa terre, son sang. Elle marcha pieds nus dans la poussière rouge, longeant les cases familières, le baobab géant au centre de la place, des enfants qui la regardaient sans la reconnaître. La maison familiale était toujours là, vieille, bancale, mais debout. La porte grinça lorsqu'elle entra. La lumière traversait le toit de chaume, dansant sur les murs de banco. Et puis, dans un coin de la cour, une silhouette. Petite, noueuse, mais droite comme une flèche. Yaé Bineta, sa grande tante, l'âme silencieuse de la famille. Elle était là, comme si elle l'attendait. McKenna s'avança, la gorge nouée. Yaé Bineta leva les yeux. Ses rides racontaient l'Afrique ancienne. Ses yeux, eux, avaient vu trop de douleur pour se troubler encore. « McKenna Ndour, la voilà enfin », dit-elle dans une voix rauque. « Yaé », répondit McKenna, la voix cassée. La vieille ne répondit pas tout de suite. Elle tourna les talons et entra dans la case. McKenna la suivit. Dans la pénombre, fraîche, l'odeur de l'encens et du bois fumé enveloppait tout. Yaé s'assit. Et, lentement, elle commença à parler. Pas de mots inutiles, pas de caresses vides. Juste la vérité. Celle qui coule comme une rivière noire. Amadou t'a tout laissé. Pas seulement l'argent. Il t'a laissé notre nom, notre poids, nos ennemis, nos dettes cachées. L'argent est un feu. Il éclaire, il brûle, il attire les mousses et les serpents. Tu veux le prendre? Tu dois devenir une autre. McKenna baissa les yeux.
Et Malik demanda-t-elle enfin. Yaé eut un sourire triste. Il a toujours su plus que toi. Il t'a observé, aimé, utilisé, mais il t'a aussi cru incapable. Il ne sait pas que le feu qui dort est le plus dangereux. Makena sentit une larme glisser sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de faiblesse. C'était une larme de transformation. Yaé se leva, alla chercher un paquet enveloppé dans un tissu indigo. Elle le posa devant Makena. « Ceci est la mémoire de ta mère. Des lettres, des photos, des secrets. Tu ne peux pas construire sans savoir. » Makena prit le paquet. Ses mains étaient sûres maintenant. Elle se releva, regarda Yaé dans les yeux. « Je ne suis pas encore prête, mais je ne suis plus celle d'hier. » La vieille hocha la tête. « Alors va, pas pour fuir, pour te forger. » Cette nuit-là, Makena dormit sous le ciel de son enfance. Elle rêvait de femmes en feu, de masques brisés, de routes couvertes d'épines et de diamants. Elle ne refusait plus. Elle acceptait. Pas l'argent, mais le destin. Le matin de son départ, l'aube était plus froide que d'habitude à Kolda. Un silence dense couvrait les rizières, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Makena se tenait devant la maison familiale, le sac à l'épaule, les yeux humides mais clairs. Elle regardait le ciel, puis la silhouette frêle de Yaye Bineta, accoudée au cadre de la porte. Aucun mot ne fut échangé, aucun adieu inutile. Juste un regard, un pacte silencieux entre deux femmes de la même lignée. Makena monta dans le 4x4 poussiéreux affrété par un cousin. Direction Dakar. Cette fois, elle ne fuyait pas. Elle allait vers le feu. Le voyage vers la capitale fut long. Les routes chaotiques la firent trembler, mais son cœur restait stable. Dans ses bras, elle tenait le paquet confié par Yaye, des lettres de sa mère écrites en poulard, des photos en noir et blanc, des carnets couverts de chiffres et de noms. Makena lisait en silence, décodant les cicatrices familiales. Elle découvrait des alliances trahies, des biens volés, des hommes de pouvoir qui avaient profité de l'exil d'Amadou Ndour pour s'approprier ses parts dans de grandes sociétés. Et dans les marges de certains papiers, un nom revenait, Maître Sagna, l'avocat qui avait géré l'héritage. Un homme loyal, mais craint. Un homme que les riches respectaient à voix basse. Arrivée à Dakar, elle s'installa dans un petit hôtel discret près du port. Pas de grand complexe, pas de luxe affiché. Elle était riche, peut-être, mais elle vivait encore comme une femme traquée. Le lendemain matin, elle prit un taxi pour le cabinet de Maître Sagna. Un immeuble austère, protégé par un portail noir et des vigiles en silence. Le seuil. Quand elle passa la porte de la salle d'attente, son cœur battait si fort qu'elle crut le voir danser sous sa chemise. Tout en elle voulait fuir, la peur de l'argent, la peur de savoir, la peur de changer, mais elle resta debout. Et bientôt, la secrétaire lui fit signe d'entrer. Maître Sagna. Un homme sec, à la peau sombre, au crâne rasé, aux yeux durs comme du verre poli. Il se leva à peine. « Mademoiselle Ndour, enfin. »« Oui, » répondit-elle, presque dans un souffle. Il lui tendit un document. Elle s'assit. Il la regardait longuement, comme s'il cherchait en elle la trace d'un doute fatal. « Votre oncle avait une vision. Il voulait que l'Afrique ne soit pas seulement héritière de dollars, mais aussi d'héritage de pouvoir. Vous êtes désormais actionnaire majoritaire de 6 sociétés. Banque, mine, transport. Ce n'est pas de l'argent que vous possédez, mademoiselle. C'est du poids, du silence, du danger. » Makena sentit un frisson. Elle prit les papiers et les lut. Tout semblait irréel. Son nom figurait en haut de chaque page. Makena Ndour. Puis Maître Sagna posa une mallette sur la table. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers. Et une enveloppe noire. Ceci contient les noms de ceux qui vous chercheront, ceux qui ont déjà commencé. Les vautours, comme disait Amadou. Et parmi eux, il s'interrompit. Makena le fixa. Il lui tendit une photo. Elle la prit, la retourna. Malik, plus jeune,
en compagnie d'un homme politique connu, dans un salon privé. Dakar, 2021. McKenna sentit ses mains se crisper. Tout se recollait. Quand elle sortit du cabinet, le soleil frappait fort, mais elle n'avait plus peur. Elle avait franchi le seuil. Elle avait vu le vrai monde. Pas celui des tissus colorés et des paniers nués. Celui des accords secrets, des hommes qui vendent pour survivre, des femmes qui saignent pour régner. Elle marcha dans la rue la tête droite. Elle n'était plus McKenna la couturière. Elle était McKenna Ndour, l'héritière, la survivante, la mémoire et le feu. Et elle savait ce qu'elle ferait. Elle allait revenir à Abidjan. Pas pour pleurer, mais pour agir. McKenna rentra à Abidjan comme on revient dans une maison dévastée après un incendie. Rien n'avait changé en surface, mais tout était tordu, consumé, sous surveillance. À Koumassi, l'air était toujours aussi épais. Les enfants riaient toujours dans les flaques, les femmes étendaient le linge entre deux murs lépreux. Mais McKenna, elle, ne riait plus. Elle voyait maintenant les signes. Les regards insistants, les conversations qui s'interrompaient à son passage. Et surtout, l'absence lourde de Malik, devenu un fantôme armé. Le jour de son retour, elle trouva sa boutique vandalisée. Les tissus déchirés, les machines cassées. Un mot griffonné sur le mur. « Rien ne t'appartient ici ». McKenna s'arrêta devant les dégâts. Elle ne pleura pas. Elle sentit simplement une chaleur naître dans son ventre. Ce n'était pas la peur, c'était une détermination froide. Elle appela un jeune du quartier, un garçon qu'elle avait aidé autrefois à recoudre ses pantalons pour l'école. Il accourut, pénaud mais loyal. Elle lui glissa quelques billets et lui dit simplement « Je veux savoir qui a fait ça », discrètement. Ainsi naquit son premier allié, un jeune garçon, discret, rapide, invisible parmi les siens. Bientôt d'autres suivraient, une couturière trahie par son mari, un ancien journaliste devenu taximan, une vendeuse de beignets au regard trop vif pour son âge. Chacun portait une cicatrice. Chacun reconnaissait en McKenna une lueur familière, celle d'une femme qui ne se laisse plus voler. Mais les épreuves ne tardèrent pas. Un soir, un homme l'attendait à la sortie d'un supermarché. Costume sobre, lunettes fumées, accent ivoirien mêlé à celui du Nord. « Madame Ndour, on voudrait vous parler. » Deux autres hommes sortirent d'un véhicule noir. Elle recula. Mais avant qu'il ne s'approche, une moto surgit, frôla les passants et projeta une boule de poivre dans l'air. Les hommes crièrent. McKenna fut tiré par le bras dans une ruelle sombre. Le conducteur ôta son casque. C'était l'un de ses anciens clients, un tailleur silencieux, connu pour son sens de l'observation. « Ils ne veulent pas seulement votre argent, ils veulent vous faire taire. Vous avez réveillé de vieux secrets. » McKenna tremblait, mais pas de panique, de lucidité. Elle comprenait que l'héritage n'était pas un trésor, c'était une bombe enterrée, et elle avait marché dessus. Elle décida alors de frapper la première. Grâce au dossier de Maître Sagna, elle contacta l'une des banques où elle détenait des parts dormantes. Elle convoqua une réunion. Les actionnaires pensaient recevoir une héritière docile. Ils découvrirent une femme vêtue d'un boubou noir sobre, le regard calme mais précis comme une lame. « Je suis McKenna Ndour, et je ne suis pas ici pour décorer vos bilans. » Elle exigea un audit. Elle exposa les montants dissimulés. Elle montra des courriers confidentiels signés de la main même de ceux qui, aujourd'hui, cherchaient à la faire taire. Silence. Un silence glacé. Puis une voix répondit, sèche. « Vous êtes en danger, madame. Vous ne savez pas dans quoi vous entrez. » Elle le fixa. « Je n'entre nulle part. Je suis chez moi. » Cette phrase devint un murmure puis un cri dans les couloirs d'Abidjan. Les gens parlaient d'elle. Une femme sans mari, sans parti, sans formation politique, mais avec du feu dans les yeux. Mais dans l'ombre, Malik réapparaissait, plus proche qu'elle ne le pensait. Il ne portait plus ses vieux vêtements, il conduisait maintenant une voiture neuve. Il avait un portable dernier cri, et surtout, il avait un silence de plus en plus menaçant. Un soir, elle le vit à la télévision.
derrière un ministre, comme un simple assistant. McKenna comprit. Il n'était plus seulement un traître sentimental. Il était devenu un outil, un messager des puissants. Et bientôt, il viendrait à sa porte. La pluie tombait à verse ce matin-là, comme si le ciel lui-même s'était décidé à laver les péchés de la ville. McKenna Ndour fixait son reflet dans la vitre d'un taxi stationné devant un grand immeuble du plateau, cœur de la finance d'Abidjan. Elle portait un tailleur noir cousu par ses propres mains dans un tissu brodé de fils d'or discret. Son foulard, noué à l'ancienne, rappelait Kolda. Mais ses yeux, eux, ne rappelaient rien du passé. Ils annonçaient la fin. Dans sa main, une clé USB. Dans sa poche intérieure, des documents. Dans sa tête, des noms. Et dans sa gorge, un silence lourd, prêt à éclater. Depuis plusieurs semaines, elle avait rassemblé les pièces du puzzle. Les détournements, les actes de cession falsifiés, les accords secrets entre le gouvernement, les multinationales et Malik. Oui, Malik. L'homme qu'elle avait aimé. L'homme qui l'avait abandonné. Et qui maintenant était le pivot d'un réseau tentaculaire de corruption utilisant son nom comme levier. Elle l'avait suivi, observé. Elle avait fait poser des micros, obtenu des enregistrements. Son armée était faite de gens invisibles, ceux que le système n'avait jamais regardés. Des petites mains, des voix dans l'ombre. Ses alliés. Aujourd'hui, tout allait se jouer. Elle entra dans l'immeuble sous la pluie. Les vigiles la laissèrent passer. Elle avait rendez-vous avec le conseil d'administration d'Afropétrol, la société clé dans l'héritage de son oncle. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait convoqué aussi la presse, et qu'une caméra cachée dans son sac était déjà en train d'enregistrer. La salle de réunion était froide, vitres teintées, longue table en acajou. Autour d'elle, des hommes en costume, des femmes en tailleur, tous haut placés. Et au fond de la salle, debout, calme, Malik. Il n'avait pas changé. Même regard, même demi-sourire faux. Mais ses yeux, eux, s'étaient obscurcis. Il avait perdu l'amour, mais gagné le confort. Et il pensait avoir gagné la guerre. McKenna s'est assise. « Nous vous avons convoqué, Madame Ndour, car certaines décisions doivent être clarifiées concernant votre rôle au sein du Conseil. » McKenna les laissa parler. Puis, lentement, elle sortit la clé USB et la posa sur la table. « Ce que je vais montrer n'a rien à voir avec la gestion, mais avec la vérité. » Elle appuya sur son téléphone. Et sur l'écran, les visages changèrent. Des voix, des vidéos, des enregistrements, des documents scannés, des virements, des conversations codées. Et au centre, toujours le même nom, Malik Diabaté. Un frisson parcourut la pièce. Les regards se croisèrent, certains baissèrent les yeux, d'autres se levèrent. Malik, lui, resta debout. Il sourit. « Tu penses que tu peux les renverser avec ça ? Tu ne comprends pas, McKenna. Rien ne change ici. On t'utilisera, puis on t'oubliera, comme toutes les autres. » McKenna se leva. Elle fixa la salle. « Je ne suis pas ici pour être utilisé. Je suis ici pour briser le cercle. » Une heure plus tard, elle se tenait sur le parvis de l'immeuble. Les journalistes étaient là, les micros, les caméras, les visages stupéfaits. Elle parla. Pas en chiffres, pas en jargon juridique. Elle parla en vérité. Elle raconta tout. L'héritage, la trahison, la manipulation. Et elle nomma les responsables. Clairs, nets. Y compris Malik. Ses mots devinrent flammes. Sa voix devint feu. Et pour la première fois, le pays écouta. Le soir, sur toutes les chaînes, son nom circulait.
Les autorités annoncèrent une enquête. Des comptes furent gelés, des convocations lancées. Malik, lui, disparut. Certains disent qu'il s'était fui, d'autres qu'il fut protégé. Ayant poursuivi, McKenna ne chercha plus à savoir. La guerre n'était pas finie, mais le mur avait craqué. Elle retourna à Kumasi le lendemain, sa boutique était encore en ruine, mais elle ouvrit la porte, sortit des tissus restants et recommença à coudre. Car pour elle, la dignité ne se mesurait ni en milliards, ni en vengeance, mais en résilience. À vous maintenant, chers spectateurs. Dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous? Quelle scène de l'histoire vous a le plus touché? Et si vous étiez McKenna, qu'auriez-vous fait à sa place? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour encore plus d'histoires puissantes, africaines, cinématographiques et bouleversantes. De nouvelles histoires arrivent chaque semaine. Likez, partagez, commentez et surtout, ne laissez pas votre histoire en silence. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle saga. Nous lisons tous vos commentaires.